J'ai l'impression que cette semaine, on n'a parlé que de condamnation et d'enquête. Lui, il a été condamné, ah, lui aussi, il a été condamné, ah, lui aussi, ah, et là, on a ouvert une enquête, et là, on a ouvert une enquête, sachant qu'on est d'accord, hein, l'ouverture d'une enquête ne signifie pas condamnation, même si vous avez déjà été condamné par le tribunal des réseaux sociaux. Vous savez, la semaine dernière, on parlait du fait que certains préfets avaient imposé le port du masque dans tout l'espace public de plusieurs villes. C'était le cas notamment à Strasbourg et à Lyon. Et les tribunaux administratifs avaient censuré ces arrêtés en disant qu'il n'était pas possible pour le préfet d'imposer le port du masque de manière généralisée, ça veut dire partout, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il fallait que les lieux et les horaires précis soient indiqués dans l'arrêté. Et donc le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait appel. C'est ce qui explique qu'on se soit retrouvé devant le Conseil d'État. La question qui était posée au Conseil d'État, finalement, c'était de savoir est-ce qu'il est possible pour un préfet d'imposer le port du masque dans tout l'espace public d'une commune. À cette question, le Conseil d'État a répondu oui et non. Je m'explique. Il a dit oui pour les communes dans lesquelles il y a une forte densité de population. Dans ces communes, il est possible pour le préfet d'imposer le port du masque sur l'ensemble de la commune, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir donc à préciser les lieux précis dans lesquels ça s'applique et les horaires auxquels ça s'applique. Le préfet peut l'imposer de manière généralisée. En revanche, dans les villes qui ne sont pas à forte densité de population, il ne peut pas y avoir d'obligation généralisée du port du masque. Il faut que les lieux et les horaires sur lesquels cette obligation du port du masque s'applique soient précisés. Et évidemment, la question qui vient, c'est mais du coup, qu'est-ce qu'une ville à forte densité de population? Et si on reprend ce que dit le Conseil d'État ici, il considère que le simple fait qu'il y ait plus de 10 000 habitants dans une ville n'en fait pas nécessairement une ville à forte densité de population. Ce qu'il faut regarder, c'est la concentration de population au kilomètre carré. Et là, en l'occurrence, pour Lyon, il y a plus de 10 000 habitants au kilomètre carré, ce qui en fait, pour le Conseil d'État, une ville à forte densité de population. Mardi, on a évoqué l'ouverture d'une enquête visant le rappeur Moa Lasquale pour violence, agression sexuelle et séquestration. L'ouverture de cette enquête fait suite à des plaintes qui ont été déposées par plusieurs femmes qui déclarent être victimes des agissements de ce rappeur. Et bien entendu, je sais que ça va de soi, mais je le rappelle quand même à chaque fois. Les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux et l'ouverture d'une enquête n'emporte pas en elle-même et à elle seule condamnation, qui veut dire qu'à l'heure à laquelle je parle, il est encore présumé innocent. Mercredi, le Conseil constitutionnel a rendu une décision dont on a pas mal entendu parler puisqu'il a censuré les dispositions légales qui prévoyaient que pour pouvoir contester un FPS, il fallait d'abord le régler. Vous savez, dans certaines villes, pour ne pas dire dans la plupart des villes, le stationnement est payant. Et lorsque vous ne payez pas donc votre stationnement, vous vous exposez à ce qu'on appelle un forfait post-stationnement, abrégé FPS. Et il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que vous souhaitiez contester ce forfait post-stationnement. Par exemple, vous aviez payé votre stationnement et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été verbalisé, vous pouvez vous être fait voler votre véhicule et donc ce n'est plus vous qui en aviez l'usage. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent vous pousser à contester ce FPS. Sauf que la loi prévoyait jusqu'alors que pour pouvoir contester ce FPS devant la commission prévue à cet effet, il fallait d'abord payer le FPS et éventuellement la majoration qui va avec si vous ne l'aviez pas payé dans les temps. Donc vous voulez le contester, mais pour le contester, il faut d'abord le payer. Et le problème, c'est que la loi ne prévoyait aucune exception. Ce qui veut dire que des personnes qui ont peut-être de très faibles revenus, ou en tout cas pas les moyens de régler le FPS, ne pourront jamais en fait le contester. Ce qui veut dire que ça les prive d'un recours. Elles ne pourront jamais accéder au juge parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Et donc c'est ce système que le Conseil constitutionnel a censuré en considérant qu'il portait atteinte à ce qu'on appelle le droit à un recours juridictionnel effectif. Autrement dit, le droit de pouvoir accéder à un juge. Donc ces dispositions sont censurées et la conséquence immédiate de ça, c'est que désormais, en tout cas pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas de nouvelle loi, vous pouvez contester un FPS, un forfait post-stationnement, sans avoir besoin de régler ce FPS
au préalable. Mercredi, on a également évoqué la condamnation de Karim Zeribi. Karim Zeribi que vous connaissez peut-être puisque c'est un ancien député européen. Il a été aussi conseiller municipal à Marseille. Et puis c'est également un personnage médiatique puisqu'il est éditorialiste dans plusieurs émissions télé. Il me semble même qu'il a fait ou qu'il fait de la radio. Donc je vous le disais, mercredi donc, on évoquait la condamnation de Karim Zeribi par le tribunal correctionnel de Marseille pour abus de biens sociaux et abus de confiance. En fait, la justice lui reproche d'avoir détourné des subventions qui étaient destinées à des associations qu'il avait créées et qu'il présidait pendant un temps. Détournement de subventions pour, je cite, les affecter à des dépenses personnelles et destinées à accompagner ses ambitions politiques. Donc il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, 50 000 € d'amende, 3 ans d'inéligibilité et 5 ans d'interdiction de gérer. Je le précise parce que c'est important, l'avocate de Karim Zeribi a annoncé faire appel de cette condamnation qu'elle estime injustifiée. Jeudi, on a appris la condamnation d'un homme qui, il y a quelques mois, s'était filmé en train de suivre et insulter Éric Zemmour dans la rue. Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Ça va, gros fils de pute? Manique bien ta mère, hein. Éric, un petit doigt dans le cul. Un petit doigt dans le cul, Éric. Et l'avocate du prévenu soutenait que ces propos étaient injurieux certes, mais qu'ils avaient uniquement pour but d'humilier Éric Zemmour et que c'était pas du tout une menace de commettre quoi que ce soit. Mais le juge a considéré que ces propos étaient bien plus graves puisqu'il ne s'est pas contenté de dire que c'était des injures, mais il a considéré qu'il s'agissait d'une menace de commettre un crime, en l'occurrence un viol. Il a donc été condamné à 3 mois de prison avec sursis et devra également accomplir un stage de citoyenneté. Et je sais que ça peut surprendre certains, hein. La preuve, l'avocate du prévenu, elle défendait l'inverse. Elle disait mais il n'y a pas du tout de menace de commettre un crime. C'est une façon de l'injurier, mais c'est pas du tout... la réalité n'était pas du tout de le menacer de le faire. Mais le juge, visiblement, n'a pas été d'accord et n'a pas été convaincu par cette façon de présenter les choses. Donc il a été condamné pour menace de commettre un crime à l'encontre d'une personne. Pour rester sur le terrain des condamnations, jeudi, Dieudonné a été condamné à 10 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Chartres pour des propos tenus lors d'un spectacle qu'il avait joué dans l'enceinte de ses locaux en 2017. Le tribunal a considéré que les termes utilisés par Dieudonné, à savoir le gang des pyjamas de Cracovie, était injurieux à l'égard des juifs victimes de l'Holocauste. Donc il est condamné pour injure à 10 000 € d'amende. Juste pour rappel, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, mais je sais pas si je l'avais fait en vidéo ou juste sur un post Instagram, l'injure n'est pas réprimée de la même façon selon qu'il s'agisse d'une injure privée ou d'une injure publique, et elle n'est pas non plus réprimée de la même façon selon qu'il s'agisse d'une injure simple entre guillemets ou d'une injure raciste, homophobe, handiphobe, sexiste, car dans ce cas-là, la sanction est plus sévère. Jeudi, on a évoqué l'ouverture d'une enquête pour viol et proxénétisme visant le site internet Jackie et Michel, qui diffuse du contenu pornographique amateur. Cette enquête aurait en réalité été ouverte au mois de juillet et ferait suite au signalement de 3 associations féministes qui auraient relayé au procureur de la République des témoignages qu'elles ont obtenus d'actrices qui déclarent avoir eu des relations sexuelles hors normes et douloureuses, non consenties. Les enquêteurs vont essayer de déterminer s'il y a des infractions pénales susceptibles d'être caractérisées et qui peut être mis en cause dans ces infractions. Évidemment, on a beaucoup parlé de la marque Jackie et Michel, mais c'est l'enquête qui va devoir déterminer qui peut être mis en cause au-delà du groupe Jackie et Michel. Peut-être qu'il y a des sociétés de production extérieures, il y a peut-être des acteurs, des intervenants quels qu'ils soient, qui peuvent également être mis en cause et éventuellement être poursuivis. En fait, ça fait un peu comme Netflix. Netflix diffuse du contenu, mais ne produit pas l'intégralité du contenu qui est diffusé sur ces plateformes. Vendredi, on a évoqué l'ouverture d'une enquête pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineurs dans le milieu du patinage artistique. L'ouverture de cette enquête fait suite à un rapport qui a été établi par l'inspection générale du ministère des Sports, rapport qui mettait en cause une vingtaine d'entraîneurs. Et ce rapport suivait lui-même les déclarations qui ont été faites par Sarah Abitbol, une ancienne patineuse, qui a déclaré avoir été violée par son entraîneur. Et pour rappel, le viol commis par une personne ayant autorité sur mineur, c'est 20 ans de réclusion criminelle, et pour les autres agressions sexuelles
commise, pareil, par une personne ayant autorité sur mineur, c'est 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Vendredi, on a également parlé d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais qui vise à interdire la distribution de nourriture dans certains quartiers, certains endroits. Vous le savez, à Calais, il y a un certain nombre de migrants qui sont là. Et donc vous avez des personnes ou des associations qui spontanément décident d'apporter une assistance à ces personnes, notamment une assistance alimentaire, en leur distribuant de la nourriture. Et donc le préfet prend cet arrêté pour que cette pratique cesse. Il motive son arrêté par plusieurs choses, mais pour vous la faire courte, il dit d'abord, au niveau de l'assistance humanitaire, l'État mandate un certain nombre d'associations pour porter assistance à ces personnes. Et l'aide humanitaire existante en ce moment, notamment l'aide alimentaire, est suffisante, il n'y a pas besoin d'en ajouter une autre. Il dit ensuite, en plus de ça, ces distributions entre guillemets sauvages, on va dire, qui sont faites par des associations non mandatées par l'État, se font de telle manière qu'elles causent un certain nombre de nuisances et de troubles à l'ordre public, notamment en termes de propreté et de salubrité. Enfin, le préfet motive son arrêté en disant, en plus de ça, ces distributions ne respectent pas toujours les gestes barrières. Or, il faut respecter les gestes barrières compte tenu de l'épidémie du Covid-19, de la Covid-19, j'y arrive toujours pas. Donc il faut respecter les gestes barrières, les associations non mandatées par l'État ne les respectent pas, donc on interdit ces distributions. Et évidemment, vous vous doutez bien que les personnes ou les associations qui continueraient d'apporter de l'aide aux migrants en leur donnant à manger s'exposent donc à une sanction. Vendredi, j'ai également rapidement évoqué la décision du maire de Bordeaux qui a expliqué que désormais, en tout cas maintenant qu'il est maire, il n'y aurait pas cette année de sapins sur les places de la ville, sapins qu'il qualifie d'arbres morts. Donc il considère que ça n'a pas d'intérêt et que ce n'est pas la vision qu'il se fait de la végétalisation. Et il a également annoncé l'adoption prochaine d'une charte des droits de l'arbre. Là tout de suite je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu, je ne sais pas en quoi elle consiste, mais évidemment dès que j'aurais pu la lire je pourrais vous en parler pour vous dire en quoi ça consiste concrètement, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce qui va se passer si vous cassez la branche d'un arbre, etc., etc. Pour casser un peu le suspense qui en fait n'en est pas un, pour ceux qui se demandent mais du coup un arbre ça peut avoir des droits, si on prend les choses strictement entendues, non. Un arbre, ça ne peut pas avoir de droits en tant que tel, ça peut bénéficier d'une protection, mais ça n'a pas des droits. Voilà, c'est la fin des actualités de la semaine, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous, et à dimanche prochain.